vous souhaite la bienvenue à votre émission Passion Auto. Bien sûr, cette semaine, on a beaucoup de matériel. Entre autres, on aura bien sûr de l'actualité à la fin de l'émission. Benoît Charette nous présente encore une fois son atelier branché et on vous présente 2 essais cette semaine, le BMW iX et la nouvelle Chevrolet Corvette. Depuis plus d'un demi-siècle, la recette de la Chevrolet Corvette fut la même. Un gros moteur V8 en avant avec un surplus de puissance. Sauf durant les années 70, lorsqu'elle fut étouffée par de nouvelles normes anti-pollution. Bref, elle est aussi équipée d'un rouage à propulsion, une boîte manuelle ou automatique si cela vous allumait. En d'autres mots, la Corvette a toujours été une valeur sûre pour la crise de la cinquantaine. C'est pas ton texte, ça? Non, je me rappelle plus. La Corvette a toujours été une valeur sûre pour le monde avec une chaîne en or poignée dans leur poêle de chest. Pour les personnes avec une petite... C'est pas ton texte. C'est beau? On le reprend. En d'autres mots, la Corvette, c'est... Ryan, je t'avais dit de rester là. En d'autres mots, la Corvette a toujours été une valeur sûre pour les passionnés de conduite qui veulent pas avoir de changement. Comme le dit si bien l'expression anglaise « si ce n'est pas cassé, ne le répare pas ». C'est cette philosophie de ne pas changer une recette gagnante qui a permis à la Corvette d'être l'une des voitures sport les plus mythiques de l'histoire automobile. Mais le changement, c'est inévitable, qu'on soit d'accord ou non. Et la plupart du temps, il apporte avec lui un vent de fraîcheur qui fait évoluer les choses vers la bonne direction. Du moins, c'est ce que Chevrolet vous dira au sujet de la 8e génération de la Corvette qui, même si son moteur n'est plus installé à la même place qu'avant, promet d'être plus performante que jamais. Fait que la Corvette, il n'a jamais eu son moteur en arrière. Jamais. Le V8 a toujours été placé en avant. Mais il y a eu des prototypes avec le moteur central arrière. En effet, l'idée d'une Corvette à moteur central remonte au début de son existence, en 1959, soit seulement 6 ans après sa naissance. C'était le concept Servi, un bolide conçu par le papa de la Corvette, M. Zora Arkus Dontov. L'homme qui est responsable. Pourquoi tu prends de la musique de même, dark, puis comme si on l'accusait? C'est pas moi qui prends un ton accusateur. OK, je le reprends, là. Avec l'homme qui était responsable... Nick, pourquoi tu prends un funky de même? Je veux dire, c'est sérieux, notre reportage, là. Avec l'homme responsable D'avoir permis à la Corvette de devenir une réelle voiture sport en proposant à GM d'y intégrer un moteur V8. Et c'est lui qui a poussé pour qu'elle soit à moteur central. Ça aurait pris 10 concepts à moteur central avant d'en arriver à la C8. Pourquoi ça a été si long? D'après l'histoire, c'était juste jamais le bon moment. C'est GM, hein? Oh, il y a de l'eau, je veux pas mouiller. Oh, elle est froide. Pourquoi c'était aussi long? Parce que, selon Chevrolet, la Corvette avec son moteur positionné à l'avant avait atteint le summum de la performance dans cette configuration. La seule manière qu'elle pouvait évoluer davantage, c'était en installant son moteur au centre arrière, comme les super voitures européennes. Une meilleure répartition de poids et un degré de traction supérieur permettent à la Corvette C8 d'être plus rapide, mais aussi de mieux coller à la route dans les virages. 60 de la masse est en arrière, malgré le moteur central. Mais il faut dire que dans les courbes, il y a un petit peu de survirage. Mais la grande surprise, c'est vraiment la transmission. C'est instantané. 100 millisecondes pour changer les vitesses. La base est faite pour avoir un plus gros moteur. On n'aura pas de problème à en mettre un plus gros. Le passage de vitesse est extraordinaire. Ça freine, il n'y en a pas de problème. Ça tourne, ça non plus, il n'y en a pas de problème. OK. OK, j'en veux une. C'est beau. Mets ça dans du papier cadeau. Et quelle bagnole! Pour un peu moins de 72 000 $, vous pouvez être le propriétaire de ce bolide. Il ne suffit que d'ajouter environ 10 000 $ pour le cabriolet que vous voyez ici. Autrement dit, pour moins de 100 000 $, vous vous trouvez derrière le volant d'une voiture exotique à moteur central alimentée par un moteur V8 de 6,2 litres avec une puissance de 490 chevaux et d'un couple de 465 livres-pieds.
tout est acheminé vers le train arrière via une boîte automatique à double embrayage à 8 rapports. Le sprint 0-100 s'effectue en 2,8 secondes, ce qui permet à la Corvette de foutre la volée à des bagnoles coûtant presque le double du prix. Il n'y a pas de boîte manuelle dans une Corvette. C'est fini ce temps-là. Fini ce temps-là. Écoute, 0-100 en 2,8 secondes. C'est plus vite qu'une GTR. Arrête-moi avec ta boîte manuelle. Ah! Ouais, mais c'est le Ah! Non, mais... Bien qu'il ne s'agisse pas encore d'une Z06 ou d'une ZR1, la Corvette de 8e génération est une super voiture dans tous les sens du terme. Elle fait tourner les têtes, elle fait jaser et son moteur V8 émet une sonorité du tonnerre. Rapide, amusante à conduire et facile à endurer au quotidien, elle est encore à ce jour la super voiture américaine par excellence. La voiture sport que même un ouvrier de la classe moyenne peut encore se permettre. La Corvette, c'est quand même un pensez-y bien. 100 000 de moins qu'une Acura NSX. Alors, cette semaine, dans les éléments de sécurité d'une voiture, les essuie-glaces, c'est toujours très important. Salut, Hugo. Salut, Benoît. Mais avant de parler d'essuie-glaces, on va parler de décontamination de pare-brise. Ça, c'est une étape qu'on oublie souvent. Oui, souvent, l'entretien du pare-brise est oublié. On devrait décontaminer le pare-brise au moins une fois par année OK. avec un gant d'argile, un peu comme la carrosserie, pour enlever tous les résidus de la route qu'on Les reçoit. dépôts, tout ce qu'on reçoit dans le pare-brise. C'est ça. OK. Fait on utilise ça, on fait ça. Après ça, on peut installer un traitement parlant pour style Aquapel ou Rain-X. Rain-X qui permet justement que l'eau s'évacue plus rapidement, C'est donc ça. meilleure visibilité. Ouais. Bon, voilà. Là, ici, on a toute une série d'essuie-glaces qui vont à peu près du simple au double. Parle-nous un peu de ce qu'on a sur la table. Oui, toutes les essuie-glaces se ressemblent pratiquement. On a des qualités dans les mêmes marques. On peut avoir du simple au double. La différence, c'est la flexibilité, l'endurance au froid qui va aller mieux l'hiver. OK, donc ce qui est en train de me dire, c'est que si on paye le double, on va avoir quelque chose qui fonctionne mieux l'hiver. Puis on s'entend, là, c'est pas 100 000 Non, les non, essuie-glaces. Alors, de grâce, payez-vous des bons essuie-glaces. Ça Parce vaut que la peine. rien de pire l'hiver qu'un essuie-glace qui vous laisse une trace, qui n'enlève pas en neige ou qui C'est n'enlève ça. pas l'eau. Alors, c'est pas très cher. Donc, payez-vous des bons essuie-glaces. Vous avez aussi des essuie-glaces d'origine pour les produits européens, parce qu'on le sait, Ouais. les attaches d'essuie-glaces des modèles européens, c'est pas pareil. Non, c'est ça. Fait que Bosch ont une série d'origine pour les Européens avec la bonne attache spécifique au véhicule. Donc, c'est pas compliqué à installer. Ne pas oublier l'essuie-glace à l'arrière. Oui, c'est un négligé. Souvent, ils sont brisés. Ça coûte pas cher, il faut les remplacer. Et des essuie-glaces, on devrait toujours changer ça au moins une fois par année. Une fois par année, parce que même si on roule pas beaucoup, le soleil, la température du pare-brise brûle les essuie-glaces et les abîme. C'est ça. Et tu as 2-3 petits conseils d'entretien avant qu'on termine. Oui, souvent l'hiver, les gens ils déblaient leur voiture, puis ils grattent les essuie-glaces. Ça les abîme beaucoup et c'est ce qui fait qu'un essuie-glace dure pas. Exact. On peut même délaminer là, au niveau de l'essuie-glace. Et tu as les ressorts aussi. Il y a Oui. un petit entretien qu'on peut Les faire ressorts dans les bras d'essuie-glace, on peut les lubrifier. Ça va les aider à durer dans le temps. Puis ça permet de garder l'essuie-glace bien appuyé là, sur le pare-brise. Exactement. Merci, Hugo. BMW est un constructeur dont l'identité orbite autour de la performance et la conduite. Peu importe la BM qu'on choisit, qu'il s'agisse d'une berline ou un SUV, son comportement routier penche vers la sportivité tout en enveloppant son propriétaire dans un voile de luxe et de qualité. Comment BMW fera-t-elle pour préserver ses qualités dans un monde électrique? Elle tente le coup avec l'iX, son premier VUS électrique, mais aussi le premier véhicule BMW à reposer sur une toute nouvelle plateforme dédiée. Dédié. Dédiée parce que la iX a été fait pour être une voiture électrique. C'est pas comme la i4 qui est vraiment une série 3 qui ont mis un moteur électrique. Elle, il n'y en a pas de version essence. Compris? Si tu poses d'autres questions de même, je te laisse. C'est clair? Non, on s'entend, là, c'est pas beau, ça. Non, c'est pas pour tous les goûts, là.
En effet, le design de la BMW iX ne fait pas l'unanimité. Mais chez BMW, on semble récemment avoir jeté le département du design à la poubelle, car aucun de ces modèles se ressemble. Certains d'entre eux, comme la iX, sont particulièrement bizarres. Et la grille avant, sans grille, mais on fait semblant d'en avoir une, n'aide pas. Mais à ce qui paraît, ça se vend comme des petits ponchos un jour de pluie. Il y en a qui ont de l'argent et qui n'ont pas de goût. Le iX xDrive 50 est à la saveur des VUS électriques d'aujourd'hui. Il est énorme, ressemble à quelque chose qui sort tout droit d'un film de science-fiction et il est bourré de technologie. C'est surtout la capacité de sa batterie qui étonne, avec ses 111,5 kWh. C'est gigantesque! Là, je veux que tu me mettes de l'écho, je veux que tu mettes gros plan sur ma face, tu sais, quelque chose de gros, là. Ou tu peux juste payer ma bédaine. C'est gigantesque! Une telle capacité permet à cette batterie d'alimenter 2 moteurs électriques montés sur chaque train. La puissance totale combinée est chiffrée à 516 chevaux et le couple 564 livres-pieds, permettant à ce gigantesque véhicule du futur de boucler le sprint 0,96 km/h sous la barre des 5 secondes. J'aurais pu dire 0-100, mais on serait arrivé à 4,6, 4,7. J'aime ça faire un chiffron, là, tu sais. Puis ça pèse combien, ça? 2567 kilos. Eh, 6 boulettes. 6 boulettes. Mais dans l'électrique, un véhicule lourd, ça ne dérange pas, car son couple instantané se chargera de le faire avancer rapidement. Confirmé. Puis, exemple ici, là. Pace play. Oh! BMW promet une autonomie pouvant atteindre 521 km, ce qui élimine presque entièrement l'anxiété liée à l'autonomie. Rares sont les trajets qui inquiètent et il est souvent possible de sauter quelques jours entre les recharges. La preuve que la vie en électrique peut être simple. Mais c'est surtout l'habitacle du iX qui nous transporte dans une toute autre dimension. Alors, bienvenue dans le nouvel univers psychédélique des designers de BMW. Là, je ne perdrai pas mon temps à vous expliquer là, comment elle se conduit. Elle est lourde, ça se conduit bien, c'est une BMW quand même. Elle a gardé son ADN. Mais ça vaut la peine de parler de l'intérieur. Alors, ici, on commence avec un volant hexagone. Pourquoi un volant hexagone? Parce que c'est ça, hein? C'est ça le futur. OK? Alors, le volant est hexagone. J'ai un petit problème avec ça parce que quand tu prends ta bonne position, c'est-à-dire le 9h, 3h, il n'y a pas de soutien pour tes paumes. Fait que c'est vraiment les pouces qui tiennent le volant. Tandis qu'à la position 10h et 2h, la vieille bonne position, bien là, on est confortable, il n'y a pas de problème. C'est pas ça, la bonne position? Non, non, ça, c'est quand on t'apprenait à conduire dans les années 80. Quand les voitures n'étaient pas précises, quand les voitures étaient comme des mardes. Je prends 2 minutes, je te l'explique. La vieille école, la bonne façon, le « je manque », le « Karen ». Le wannabe chauffeur de BMW. Pour revenir à l'intérieur, bon, comme toutes les voitures électriques, c'est un gigantesque écran qui sert d'instrumentation. Vous contrôlez tout à partir d'un écran tactile. Les matériaux sont d'exquise qualité, la qualité de finition est impeccable. Mais BM intègre des cristaux sur certains boutons, comme dans les portières et le sélecteur de vitesse. Une touche qui fait un peu bobo chic. Certains me rondent, d'autres non. L'habitacle du iX ne ressemble à rien d'autre chez BMW. On se sent plutôt dans un lounge que dans un VUS. La qualité de son écran est magnifique, l'interface est immersive. Et que dire de la chaîne audio Bowers & Wilkins? C'est une option de 4 300 $, mais chaque dollar vaut la peine. Le son est complètement hallucinant. C'est certain que vous allez trouver votre position de conduite. Le volant, il se tire à l'infini. Et voilà. Malgré ses dimensions, le BMW iX n'est pas plus spacieux à l'arrière. Même chose du côté de l'espace de chargement, on a le droit à 500 litres de volume derrière la banquette. C'est plutôt étroit et la hauteur de la valise est beaucoup plus haute qu'un X5. C'est sûr, il y a des batteries. Hello! Et voilà où l'IX se démarque d'un Tesla Model X. Oui, il est vrai qu'il soit moins spacieux et polyvalent, mais il est solide comme du rock sur une route québécoise. Il est rapide, précis, confortable et bien fini. Surtout, avec autant d'autonomie, nul besoin de stresser avec les bornes de recharge. Vous allez en avoir en masse pour vos road trip en famille. Et oui, BM ont réussi à garder leur ADN, même au passage électrique. Mais en plus, le prix vient avec.
92 000 en partant. Là, tu rajoutes tes options. T'as pas droit au crédit gouvernemental. Pas grave. T'achètes un BM. T'as de l'argent. Qu'est-ce que t'en penses, Étienne? Ouais. Non, c'est bien ton opinion. Dans l'actualité, cette semaine, il y a quand même pas mal de matériel. Surtout, la voiture la plus chère au monde. Ben oui, ce serait une Mercedes 300 SLR Hue-Land-Out. C'est un modèle coupé. On n'en aurait fabriqué que 2. Mercedes a décidé d'organiser, en collaboration avec Agurity, un encan privé, une vente aux enchères privées, tout juste à côté du musée Mercedes. Et on aurait invité... Et on aurait trié sur le volet de riches collectionneurs amateurs de voitures de la marque. Et ce serait un Britannique qui aurait mis la main sur cette voiture-là pour la modique somme de 135 millions d'euros. Faites le calcul. La voiture la plus chère qui s'était vendue jusqu'à présent dans toute l'histoire de l'automobile, c'était une Ferrari 250 GTO qui s'était vendue il y a 4 ans pour la modique somme de 70 millions d'euros. Est-ce qu'on va voir réapparaître cette voiture-là quelque part? Je ne sais pas, mais chose certaine, il y a quelqu'un qui a mis le paquet pour l'avoir dans son garage. Du côté de BMW, vous savez, on va célébrer le 50e anniversaire de la division M, la division sportive, bien sûr, de BMW. Et pour ce faire, on devrait nous présenter dans les prochains mois quelques nouveautés plutôt intéressantes, dont, entre autres, une version de route de la 3.0 CSL Hommage, une voiture qui avait été présentée lors d'un salon de l'auto il y a quelques années. Cette voiture-là pourrait voir le jour sur une plateforme de M4 CSL et elle devrait être présentée dans les prochains mois. Mais tenez-vous bien, si vous voulez vous procurer cette voiture-là, on parle d'un prix de vente entre 600 000 et 700 000 euros pour vous l'offrir. Est-ce qu'elle sera disponible en grand nombre? Je serais pas mal surpris. J'ai l'impression que ce sera une série plus que limitée. Vous savez que la tendance des voitures électriques est de plus en plus évidente, bien sûr. On va rouler dans quelques années pratiquement avec plus de 50 des véhicules qui auront pris la route. Ce seront des véhicules électriques. Toyota a voulu, bien sûr, rentrer dans le rang. On sait qu'on avait certaines réticences à présenter des voitures entièrement électriques, mais là, on a présenté, en collaboration d'ailleurs avec Subaru, un véhicule avec qui on a fabriqué conjointement, mais le Toyota BZ4X, il y a quand même une particularité, et dans le feuillet de livraison du véhicule, c'est assez particulier. Entre autres, on nous dit qu'il y a 5 choses à savoir sur ce véhicule-là tout électrique, que la recharge en courant continu devient difficile à 32 degrés Fahrenheit, alors c'est-à-dire à 0 degré Celsius, et qu'il n'est possible que la voiture ne puisse pas être rechargée à des températures frisant les moins 20 degrés Celsius. Imaginez-vous, vous achetez une voiture électrique et s'il fait trop froid, vous ne pourrez pas la recharger. C'est assez embêtant. Dites-moi pourquoi Toyota a décidé de mettre un véhicule semblable sur le marché. J'ai j'aurais en tout cas beaucoup de questions à leur poser à ce sujet-là. Mais on devrait avoir plus de nouvelles dans les prochaines semaines, prochains mois, sûrement quand le véhicule va commencer à arriver chez les concessionnaires pour livrer à ses clients, parce qu'évidemment, c'est un véhicule qui va être encore une fois dur à obtenir. Bon, il y a, vous savez, la société vietnamienne qui va arriver, VinFast, qui va présenter 2 nouveaux modèles sur le marché, une nouvelle compagnie qui a déjà l'expérience au Vietnam dans la fabrication de voitures. On va nous présenter le VF8 et le VF9 du côté canadien. Le VF8 pour un prix de base de 51 250 $ et le VF9 pour la modique somme de 69 250 $. Jusque-là, ça va. Mais les batteries ne sont pas incluses. Donc, il faut louer les ensembles batteries. Et là, on a toutes sortes de forfaits à vous offrir. Pour la VinFast VF8, le plan fixe va coûter 139 $ par mois, qui vient s'ajouter au paiement du véhicule.
Ah, c'est pas des blagues, là. Si vous voulez avoir une autonomie moindre, ben vous allez payer moins. Mais il reste que malgré tout, et on va vous changer votre batterie si jamais il y a un problème où la batterie ne peut plus être rechargée à plus de 75 ou aux alentours de, où je pense qu'on parle de 70, en dessous de 70 Mais ça veut dire que ça vient de faire grimper la facture du véhicule. C'est le premier constructeur qui se lance dans ce genre d'aventure. J'ai bien hâte de voir la réponse des consommateurs. Vous achetez un véhicule, vous avez un paiement et on vous rajoute un montant supplémentaire pour la batterie qui va dans le plancher. Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça je peux vous le dire. Mercedes, de son côté, on revient encore une fois à Mercedes, mais là, pas pour la voiture la plus chère au monde, mais pour un rappel massif de 292 287 véhicules à cause d'un problème de frein. Et tenez-vous bien, Mercedes conseille aux propriétaires des versions ML, le SUV, le gros GL, le 7 passagers, et la version R, l'espèce de familiale style Pacifica de première génération, qui est disparu, bien sûr, du catalogue depuis quelque temps. Et ces voitures-là ont été produites entre 2006 et 2012. On pourrait manquer de frein. Le système de cerveau-frein serait corrodé. Et à ce moment-là, on pourrait soit manquer de frein ou soit avoir un système de freinage assez diminué. Alors, en cas d'urgence, c'est pas terrible. Alors, la National Highway Traffic Safety Administration enquête là-dessus, a obligé Mercedes à effectuer ce rappel. Bien sûr qu'il va être fait sans frais auprès des propriétaires. Mais Mercedes conseille quand même de ne pas utiliser le véhicule si vous en avez un et d'attendre que le concessionnaire, ou enfin, appeler votre concessionnaire et attendre d'avoir les pièces pour faire la réparation qui s'impose. J'espère que ça ne sera pas trop long pour avoir les pièces, n'est-ce pas? Et Volkswagen, finalement, qui veut conquérir l'Amérique avec une nouvelle marque, ben oui, une marque complètement indépendante qui va s'appeler Scout. Je ne sais pas pour les plus vieux d'entre vous si vous vous souvenez, justement, de l'International Harvester Scout. Ben oui, les camions internationaux qu'on connaît, les camions lourds, bien sûr, eh bien, on a déjà fabriqué des véhicules utilitaires sport à l'époque qui s'appelaient les Scouts. Eh bien, Volkswagen aurait mis la main sur le nom. La marque est bien sûr disparue depuis la fin des années 60, je pense. Et on va créer pour l'Amérique une marque qui va s'appeler Scout. On parle de 2026 comme première date pour lancer les premiers modèles. Et bien sûr, ce seront plutôt des véhicules entièrement électriques. Bien hâte de voir ça, mais c'est quand même une nouvelle intéressante. La semaine prochaine, on va vous présenter l'atelier branché, bien sûr, l'actualité comme je viens de vous le faire, et on va vous présenter l'essai de la Volkswagen Golf R et de la Subaru BRZ. D'ici là, bonne route, soyez prudents.